Coronavírus é um vírus que está se espalhando rapidamente pelo mundo inteiro. É transmitido quando você tosse, fala ou cospe. Também é transmitido por contato nos objetos que você toca e depois pega no rosto. A infecção pode ser grave em algumas pessoas ou quase invisível em outras. Os sintomas são tosse, febre, sensação de febre e dificuldade de respirar. Existe ação importante para evitar a infecção, ou seja, pegar o vírus ou evitar transmiti-lo a outra pessoa, mantendo-se a 1 metro um do outro. Não se beijar ou apertar as mãos. Lavar as mãos várias vezes com água e sabão. Evitar tocar nariz, boca e olho. Tossir e espirrar no cotovelo ou no lenço que você joga no lixo. Ficar em casa o máximo possível e sair apenas por motivos importantes como ir ao médico, fazer compras e à farmácia. Esse gesto deve ser divulgado a todos. Lembre-se de falar com seus filhos. Nos 14 dias anteriores, se você viajou para um país em risco ou entrou em contato com uma pessoa com coronavírus e tem febre, tosse e dificuldade para respirar, deve-se notificar a emergência ligando para o 15. Inin coronavirus, inin kait kuis pehekehauke. Koisa pidhudon, pisauna, pistuves, pismbiaksin. Imsa kwa vichiwaik nabji. Koisa pidash akapiwak, ajike pidash pihepka. Iumau kagihaun sima, henemekada hika samgait. Ada pis yakni, inhumau. Koisa pidhudon, pisnawe, hawata piskayaka banchotma. Ikadahan pisma vitamniwa. Ada piska ka mashinin kait. Hawata ada piska mbiak sin givuyung yeg. Amauka pisnsa kwa piawak te giu pahavui. Kain bukig kakamash giwak. Sukun kibe vut piwak akakun akakasukui. Kadash pikig pibi piukchak. Duhudun hasin piwan min babet musweg ajike pispadequin. Nsakwa na ivinwa. Pes na ikwaisaw isatek na iwasine dokte, adahan isim na imana ba atek na farmasit. Ininik adaham majik te yegke, kinechun na yakay kamayivwi. Heneme kupis danu avichitak pahat pay chumbu, hawata pis danu kwe ginyeg kupay kadahanen coronavirus, hawate pis nawe duhudu pis kayi kadayak humak 15. Voilà, eh bien, écoutez, on va commencer comme cela. Je vois que les micros des autres sont ouverts, mais on aurait dit jusqu'à maintenant, on ne m'entend pas. Monsieur Lama, vous m'entendez? Edmar Elfort, vous m'entendez? Je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Ouvrez votre micro. Parle plus fort, je ne t'entends pas. Bon, il y a un souci. Il faut regarder ce qui se passe au niveau de votre connexion ou alors, voilà, lui, il est parti, il n'a pas, bon, ok, il va revenir. Très bien, monsieur Canavi, bonsoir et bienvenue dans cette émission qui s'intitule Regard sur l'actualité.
régionale sur la télévision amazonienne, une petite chaîne qui essaye de se mettre en place sur la commune de l'Est guyanais pour informer sur les événements que traverse le territoire, notamment Saint-Georges de l'Oyapock et plus par extension, je dirais, la Guyane. Alors, Monsieur Canavi, comment allez-vous et comment se passe déjà cette campagne pour les législatives avec Monsieur Jean-Victor Castor? Alors moi, je vais bien. La campagne a démarré sous de bons auspices pour ceux qui nous concernent. Jean-Victor, comme à son habitude, est à l'attaque. Nous avons une bonne équipe de jeunes expérimentés et nous sommes, dans un premier temps, nous avons occupé le terrain avec des workshops. Enfin non, ce ne sont pas des workshops, ce sont des after-work, plus exactement. Workshop, c'est atelier. After-work, donc c'est un concept de réunion qui se font dans un bar où il y a des intervenants, enfin en l'occurrence le candidat, et les personnes qui sont présentes participent au débat après une brève présentation. Donc nous en avons déjà fait deux. Le premier portait sur la santé, très intéressant. Le second portait sur l'éducation. Et en principe, la semaine prochaine, nous allons tenir un autre after-work. Et puis, nous avons tenu une réunion publique à Saint-Georges-de-l'Oyapock vendredi dernier. Oui. Et puis, nous allons bientôt revenir dans l'Est. Je pense que d'ici une dizaine de jours, nous allons revenir dans l'Est à la rencontre de la population pour toujours pour que Jean-Victor puisse développer ses idées, ses propositions pour le territoire et en particulier pour l'Est. Très bien. Je rappelle que M. Jean-Victor Castor brigue le poste de député de la première circonscription. C'est bien cela. C'est bien ça. Et si que je parle de Saint-Georges, voilà, l'Est fait partie de la première circonscription. Tout à fait. Donc, c'est bien pour cela que nous avons voulu que vous soyez avec nous, parce que nous voulons effectivement savoir quels sont les projets de M. Jean-Victor Castor, concernant l'insécurité et le sous-développement. Monsieur Edmar, bonsoir. Monsieur Edmar, je ne vous entends pas. Je suis censé vous entendre parce qu'il faut ouvrir votre micro. Votre micro n'est pas ouvert suffisamment. J'entends très bien Monsieur Jean-Victor Castor et par contre, vous, je ne vous entends. Monsieur Canavi, pardon, et je ne vous entends pas. Alors, parlez un peu plus fort. Monsieur... Il faut peut-être qu'Edmar se déconnecte et qu'il se reconnecte peut-être pour voir. Voilà, il faut te déconnecter et te reconnecter parce qu'on ne t'entend pas du tout. Alors, Monsieur Canavi, en attendant, on va lancer le débat puisque, comme je l'ai expliqué, c'est un débat qui sera en trois parties parce que c'est rare pour nous sur l'Est d'organiser des débats et ce n'est pas toujours évident d'avoir le politique de Cayenne disponible pour discuter avec l'Est guyanais. C'est un bouleversement, je dirais, à notre niveau. On essaie de créer une réflexion sur la commune de Saint-Georges et c'est pour cela qu'on n'a pas voulu simplement aborder la question de l'insécurité et le sous-développement, mais avoir aussi l'avis du politique sur les élections qui s'est déroulées présidentielles. Comment interprétez-vous cette élection et le vote des ultramarins contre monsieur l'actuel président de la République, monsieur Macron? OK. C'est ma question. Alors, d'abord, écoutez, je voudrais quand même me présenter. Je suis Fabien Canavi. Oui. Je suis actuellement retraité. Je suis de la DGTM, ex-DEA, ex-DDE.
Je suis secrétaire général du MDES, co-directeur de campagne de la campagne pour les élections législatives de Jean-Victor Castor. J'ai été élu. J'ai été élu au département, à la région, et quand j'ai été élu au département, lorsque M. Tien Long était président, donc de 2008 à 2015, j'ai été vice-président délégué aux interventions du Conseil général, donc du département, dans la vallée de l'Oyapock. Donc je le dis pour les téléspectateurs de la Web TV amazonienne, pour dire d'abord que je ne vis pas à Saint-Georges, puisqu'on va aborder la question de l'insécurité. Donc, c'est avec beaucoup de modestie et d'humilité que je vais intervenir, parce que je ne fais pas partie de la catégorie des Yaka Faucon. J'ai un lien avec l'Est parce que ma mère est née à Saint-Georges, mon père est de Cayenne, mais sa mère est de Wanari. Et à Trois-Sceaux, il y a, c'est la petite anecdotique, il y a un Amérindien à Trois-Sceaux qui s'appelle Canavi, puisque mon père a travaillé sur le fleuve, au Yapok. Et donc, j'ai quand même ce lien avec l'Oyapock en particulier, mais d'une façon générale avec l'Est, avec le Brésil. J'ai des parents qui vivent au Brésil. J'ai un lien avec, j'ai presque envie de dire, avec le territoire de la CCEG, puisque j'ai une tante qui était mariée avec un natif de Regina. Oui. D'accord, Monsieur Fierzé. Donc, j'ai quand même, un lien, une affection pour l'Est. Et, mais, je le dis bien aussi, je ne vis pas à Saint-Georges quand on va aborder la question de l'insécurité. Et donc, je pense qu'il faut quand même être très prudent quand on vient avec des propositions pour ce qui concerne l'insécurité. Donc, une fois cela dit, vous voulez avoir le point de vue, enfin, de notre positionnement sur la question de l'insécurité. Juste avant d'aborder la question de l'insécurité, ma question était de savoir d'abord quel est votre sentiment sur l'élection présidentielle et le vote des ultramarins comme en étant un rejet du politique macroniste. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton avis dessus de manière à ce qu'on comprenne un peu? Est-ce que tu peux faire une analyse de cette situation? Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé et comment cela est vécu, comment il faut le percevoir, etc. Donc, à mon avis, il y a plusieurs leçons à tirer de cette élection présidentielle. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que, hormis à Saint-Barthélemy, qu'on appelle aussi l'île des riches, Monsieur Macron a perdu en Outre-mer. D'accord, il a été, je dirais même, sanctionné. Il a fait l'objet d'un vote sanction de la part de l'Outre-mer et c'est vraiment caricatural en Guyane, puisque Mélenchon arrive avec plus de 50% des voix en tête en Guyane, Le Pen arrive deuxième, Macron troisième. Et au second tour des élections, comme Mélenchon n'est plus de la partie, eh ben, le 60% des voix, je crois plus de 60% des voix, se reportent sur Macron. Donc c'est véritablement un vote sanction. Et là, il ne faut pas être étonné de cela quand on voit un petit peu comment l'outre-mer a été traité d'une façon générale, mais aussi avec la manière dont nous avons été traités pendant la crise du Covid. Je n'oublie pas les pestiférés de Saint-Georges, les pestiférés guyanais quand ils arrivaient à Orly, le traitement particulier qui était réservé aux voyageurs guyanais quand ils arrivaient à Orly. Donc, toutes ces petites persécutions pendant la crise du Covid, cette absence de prise en compte des particularités de la Guyane, on avait, je le rappelle, 2 mois d'avance pour se préparer à l'arrivée du Covid. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait, donc on a subi de plein fouet l'arrivée du virus. Et puis, n'oublions pas non plus que cette fameuse phrase « Je ne suis pas le Père Noël » qui a été prononcée à Maripasoula, et c'est décevant de la part d'un président de la République. Ça veut dire qu'il ignore quelque part avec arrogance les réalités de notre territoire. Mais ce qui m'a encore plus déçu, c'est de voir des élus de Guyane applaudir à ces paroles-là. Moi, en tant qu'élu, je n'aurais pas accepté. Et c'est ostensiblement que j'aurais marqué mon départ,
parce que je n'aurais pas supporté que le président quel que soit le président, quand bien même le président de la République, qu'on puisse venir sur ma terre, me dire je ne suis pas le Père Noël pour dire que bon, ben voilà, quoi, débrouillez-vous comme vous voulez, comme vous pouvez, mais moi, je n'ai rien à voir avec ce que j'ai, avec les moyens dont je dispose. Et donc, je pense que, comme on dit en Guyane, ne pas qu'à manger blier, et donc, il a été sanctionné. Voilà ce que j'ai à dire sur l'élection présidentielle. Très Et bien. maintenant, à Oui. charge pour lui, après ce coup de semonce, de venir avec une autre manière, une autre méthode, dialoguer avec les Guyanais. Très bien. Est-ce que M. Elfort nous entend maintenant? Il est en train de se connecter. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, toujours concernant cette élection, est-ce qu'il n'y a pas une forme de demande d'indépendance de la part des Outre-mer, compte tenu justement de cette maltraitance qui existe, puisque la maltraitance, elle figure dans l'histoire. Il y a eu cette histoire de chlordécone en Guadeloupe, en Martinique, et qui indirectement a infecté aussi la Guyane. Et est-ce que on n'est pas, les départements d'outre-mer, et singulièrement la Guyane, ne réclament pas plus d'autonomie, voire même l'indépendance? C'est à moi de répondre ou à Edmar? Edmar, si Edmar nous entend, s'il veut intervenir. J'ai pas entendu toute la question, Monsieur Champard. Alors, la première question que j'ai posée, c'est votre sentiment sur les élections présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles leçons peut-on en tirer? Et la deuxième question que je viens de poser, c'était de savoir, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que les départements d'outre-mer ont réclamé directement ou indirectement leur indépendance ou leur autonomie par rapport au gouvernement français et à la politique française? Très bien. Concernant les résultats de l'élection présidentielle, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que chacun doit en tirer des conséquences vis-à-vis des résultats en Guyane et comme dans les Outre-mer, compte tenu des voix qui ont été adressées à la candidate du Front National. Après, moi, je dirais que ça, c'est mon avis propre, que ça ne reflète pas le vrai combat que devraient mener les Guyanais. Donc, je ne dirais pas que ceux qui ont voté pour la candidate du Front National se sont trompés, mais je pense qu'ils se sont trompés de combat, tout justement. Et tout en prenant en compte les chiffres et en tenant compte aussi qu'il y a eu plus de 60% d'abstention au niveau du second tour. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment représentatif les résultats et vraiment le combat que doivent mener les Guyanais. Très bien. Monsieur Canavi, autonomie, indépendance par rapport à l'État français ou c'est juste un avertissement, un très sérieux avertissement? Alors, moi, je fais partie du MDS, Mouvement pour la décolonisation et l'émancipation sociale. Oui. Et je le répète, nous sommes un parti, nous l'avons écrit, c'est une position que nous défendons. Nous souhaitons à terme une souveraineté guyanaise, et pas à n'importe quelle condition. Ce que nous souhaitons, c'est de mettre en place les conditions en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de développement économique, en matière de formation, mettre les conditions pour que les Guyanais s'émancipent, que nous ne restions pas comme ça dans cette situation coloniale avec une économie de comptoir où on vient prendre les richesses, repartir avec les richesses, les ressources du territoire, lâcher quelques petites broutilles, quelques pacotilles sur le territoire, inciter à la consommation, donc à une plus grande dépendance, et donc ne pas mettre les bases d'un véritable développement. Ça, c'est notre positionnement. Par conséquent, nous avons toujours adhéré, nous avons toujours accompagné tous les mouvements qui allaient vers plus de responsabilités sur ce territoire.
que ce soit au travers de manifestations, que ce soit au travers de discussions politiques. Nous avons toujours participé, c'est pour la raison pour laquelle nous faisons partie du Front pour l'évolution statutaire, et le Front pour l'évolution statutaire qui défend une certaine conception du développement du territoire. Et nous avons saisi au bon la balle qui a été lancée par le président quand il a parlé d'autonomie, quand il y a eu récemment les problèmes en Guadeloupe, quand il y a eu des manifestations en Guadeloupe, on est venu nous parler d'autonomie. Nous avons bien compris que c'était une forme de leurre, mais nous avons pris les choses très au sérieux pour dire, puisque vous voulez parler d'autonomie, parlons d'autonomie. Et c'est bien pour cela qu'au dernier congrès, le principe de l'autonomie ancrée du territoire guyanais, ancrée dans la Constitution, a été voté. Et donc, on a vu un changement de méthode au niveau du congrès des élus pour dire, on va acter le principe de l'autonomie des territoires de l'outre-mer. On va entrer en négociation avec le gouvernement sur les compétences que le territoire guyanais pourrait acquérir lors de ces négociations. On élabore un projet et à l'issue de ce processus de négociation, on fait la population est consultée sur le projet d'évolution statutaire dans le cadre d'une autonomie. Donc voilà un petit peu comment les choses s'orientent et pour notre part, même si je l'ai précisé, nous aspirons à une souveraineté guyanaise, nous pensons que c'est un pas en avant qui est fait et nous l'accompagnons. Très bien. Monsieur Elfort? Oui. Concernant la signification du vote, est-ce que les départements d'outre-mer ou singulièrement la Guyane demandent plus d'autonomie, voire même l'indépendance, ou du moins qu'on considère sérieusement la demande d'indépendance de la Guyane ou des départements d'outre-mer, puisqu'il y a un ras-le-bol de la politique et du gouvernement français concernant la manière dont les territoires ont été traités ces derniers temps? Non, je ne considère pas que ces résultats, qu'on peut porter cette lecture-là par rapport aux résultats des élections, puisque moi, à mon niveau, je n'ai pas vraiment les détails sur le nombre de votants, donc sur pratiquement 40% de ceux qui ont voté par rapport au nombre d'inscrits en Guyane. Voilà, je ne pense pas que c'est un appel à plus d'autonomie ou autre. Donc, non. Parce que si moi je prends le cas sur ma zone de vie, donc c'est-à-dire la frontière avec que le Brésil, le nombre de votants n'ont pas penché vers la candidate du Front National. Très bien, mais n'empêche qu'il y a une forme de plébiscite sur le plan politique à l'échelle des ultramarins, et je ne parle pas uniquement au niveau de la Guyane, mais il y a une forme de plébiscite, mais en même temps une forme de condamnation de la politique menée par l'État français. Et cela, est-ce que cela n'aura pas des répercussions sur les projets à venir en matière de développement? Est-ce que l'État ne va pas traîner les pieds pour favoriser le développement économique, justement? Non, moi, je pense qu'il faut aborder les choses autrement. Ça fait un certain nombre d'années que je fais la politique. Oui. Et je fais de la politique. Et ce que j'observe, moi, c'est qu'on a une jeunesse qui émerge, des jeunes qui émergent, des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui sont volontaires, des jeunes qui ont des compétences. Et je pense que les rapports avec le politique sont différents. Oui. Et pour dire vulgairement, on a couillonné nos aînés, mais la génération qui arrive, on ne va pas la couillonner. Et on ne pourra pas faire n'importe quoi avec. On ne pourra pas faire n'importe quoi avec. Et c'est bien pour ça que j'ai parlé d'un coup de semonce. Oui. Il faut vraiment que le gouvernement français arrive avec une autre méthode, une autre approche, parce que nous sommes arrivés à un stade où c'est insupportable. Vous avez dit qu'on avait parlé d'insécurité dans l'Est tout à l'heure.
Oui. il y a une situation de tension qui est insupportable. Et si on ne veut pas tomber dans le désordre, ce que personne ne souhaite, si on ne veut pas tomber dans le désordre, il faut vraiment apporter des réponses concrètes. Les jeunes veulent entreprendre, ils ne veulent pas de l'argent pour l'argent, ils ne veulent pas des subventions, ils ne veulent pas des allocations, ils veulent entreprendre parce qu'ils ont fait des études, parfois des études difficiles, et donc ils ont les compétences et ils veulent faire, et on ne leur donne pas, ils sont bridés. Et Oui. il y a une espèce, il y a un paradoxe qu'on va devoir défaire, c'est les potentialités de ce territoire, les ressources dont il dispose et la manière dont on fait tout pour nous empêcher de développer ce territoire et de bien vivre sur ce territoire. En tout cas, c'est ce D'accord. projet, cette idée que Jean-Victor Castor porte, c'est vraiment ça. Sortir de ces espèces de contradictions où Alors, on a toutes ces je, ressources de la pêche, du sol, du sous-sol, de la forêt, et oui. puis nos jeunes pointent au chômage ou campent devant le chinois, font l'ouverture et la fermeture du chinois, du commerce en Alors, chinois. Donc là, il faut je, arrêter avec ça et il je faut avoir un suis, nouveau rapport. je suis obligé d'arrêter parce que j'ai un souci. Je me rends compte que j'ai un souci de connexion. Est-ce que vous m'accordez, vous restez en ligne? Je vous envoie un nouveau lien pour que vous puissiez vous connecter, s'il vous plaît, parce que le débat a bien commencé et je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se connecter. Et on aimerait pouvoir aller plus loin. Est-ce que vous êtes patient envers moi pour pouvoir vous envoyer un autre lien? Vous Parce que l'envoyez par WhatsApp? OK. par WhatsApp tout de suite. Je vous l'envoie tout de suite parce que je me rends compte qu'il y a un souci là. Le principal qui est c'est l'État qui a la compétence, c'est une compétence de l'État que de s'occuper de la sécurité des personnes. Et la sécurité des personnes, c'est un droit fondamental. Et ce droit-là, en Guyane, il est bafoué. Donc il faut que l'État vienne devant vous et dise, voilà, quels sont les moyens que je mette en matière d'insécurité. Je vais vous donner un exemple qui peut être vérifié au niveau des comptes rendus si les archives sont faites. Quand il a fallu créer le parc amazonien a été créé en 2007. L'année d'avant, en 2006, il y avait des réunions thématiques qui étaient organisées dans toutes les communes qui étaient susceptibles d'accueillir le parc. Et il y avait des réunions à Camopi. Et les gens, depuis Cayenne, allaient se réunir à Camopi avec les habitants de Camopi. Et ce qui était mis en avant par les habitants de Camopi, c'était la question de l'orpaillage clandestin, des nuisances que cela provoquait. Et une des idées qui était avancée, c'était de dire, mais il y a un détachement de la Légion qui est là à Camopi. Est-ce que ce détachement de la Légion ne pourrait pas être mis en œuvre pour protéger la région de Camopi, la région de la Sikini, par rapport aux nuisances créées par l'orpaillage clandestin? Et ce qui a été répondu par le représentant de la préfecture, c'est écrit dans les comptes rendus, c'est que le détachement de la Légion qui est à Camopi, il n'est pas là pour Camopi, c'est un détachement qui est là pour protéger le centre spatial guyanais. Donc, si vous voulez, c'est leur point de repos, de villégiature, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas là pour protéger les habitants de Camopi. Ils ne sont pas là pour protéger les habitants du fleuve Oyapock pour la question de l'insécurité. Donc, il y a quand même, c'est surréaliste. Et c'est pareil pour le CSG. À l'époque, quand vous alliez en voiture et vous aviez le malheur de vous arrêter, maintenant on est obligé de contourner le centre spatial, mais avant la route passait en plein milieu du centre spatial. Si vous vous arrêtiez pour donner un biberon à un enfant, dans les 5 minutes, il y avait une voiture de la gendarmerie qui arrivait pour vous dire de dégager, que vous ne pouviez pas rester là. Donc, l'État français fait la part des choses, il met les moyens pour protéger le centre spatial guyanais, et on le voit bien aussi. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous habitez de Saint-Georges, vous pouvez avoir de l'insécurité. Si vous habitez Saint-Laurent, vous pouvez avoir de l'insécurité, puisque la frontière, nous sommes le seul territoire du monde qui a 3 frontières. On a une frontière, je dirais même plus 4 frontières. On a une frontière le long des fleuves, Oyapock, Maroni, et puis on a une frontière à Irakubo et une frontière à Regina. D'accord? Ça veut dire que, et encore, et même quand vous êtes au milieu de ces frontières-là, vous n'êtes même pas là. Donc, c'est comme si, bon, l'État avait dit, bon, les habitants de Saint-Georges, on laisse pisser, ils ne sont pas nombreux, et puis voilà.
il est tout mélangé, qui est potitier, alors il est qu'à débrouiller et qui failli la sauce. Mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas digne d'un État qui se revendique comme étant la cinquième puissance du monde. Il faut vraiment mettre des moyens. Il faut mettre des moyens. Aujourd'hui, il y a des technologies, il y a sophistiqué, et puis il faut des hommes. Il faut des hommes et surtout des hommes du cru. Il ne faut pas des gens qui soient de passage, parce que ces gens de passage-là, ils sont là pour leur prime, ils sont là pour se mettre à l'abri, ils ne vont pas prendre de risques. Et puis, ma foi, bon, on aura fait les mobiles, on aura fait 3 mois, et puis on part, on en met d'autres. Il n'y a aucune connaissance du territoire. Et il faut donc, en matière d'insécurité, si on, et c'est un point de vue que j'avance, et je ne suis pas le premier à l'avancer, c'est déjà avoir des moyens humains recrutés localement. D'accord? Vous avez des villes, on s'est battu, en tout cas l'EMDS s'est battu pour qu'on ait des commissariats de police au lieu des brigades de gendarmerie sur les villes émergentes comme Matoury, Saint-Laurent, Kourou. Parce que quand vous avez un recrutement local de policiers locaux, ils connaissent la population, ils connaissent les jeunes, ils savent ce qu'ils sont capables de faire, ils peuvent entrer en dialogue avec eux et on n'est pas en confrontation. Il y a une dizaine de jours, il y a un gendarme, c'est malheureux, je ne connais pas tous les développements de cette affaire-là, mais il y a un gendarme qui a été blessé. Déjà, ça interpelle qu'on soit arrivé à un stade aujourd'hui dans notre pays où les gens de sang-froid peuvent tirer sur des gendarmes, donc des représentants des forces de l'ordre. Mais aussi, ça interpelle dans le sens, mais comment on ne peut pas mettre en œuvre des moyens qui font qu'il y ait des relations harmonieuses entre les forces de l'ordre, qui sont censées être nous protéger, et la population. Et souvent, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est souvent, il y a des confrontations. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, Edmar et Benoît Wagli doivent s'en souvenir, il y a une dizaine d'années, la femme d'un notable de Saint-Georges, conseiller bien connu de la commune de Saint-Georges, Eddy Pollux, sa femme a été interpellée et mise en garde à vue par la PAF parce qu'elle n'avait pas ses papiers sur elle et qu'elle sortait du marché. Si vous aviez une police locale, ça ne serait jamais arrivé. Tout le monde se connaît et on connaît les enfants des gens de la municipalité et on peut être dans du préventif plutôt que d'être là, toujours à courir après les événements et puis bon, à quelque part alimenter une insécurité qui est aujourd'hui devenue structurelle. Donc, il faut des réponses par rapport à cela. Et fondamentalement par-delà, et je vais m'arrêter là, par-delà ce déséquilibre qu'on observe, parce qu'on voit bien qu'il y a une trentaine d'années, allez, on va dire, ouais, une quarantaine d'années, Oyapock et Saint-Georges étaient deux communes, deux municipalités, deux territoires équilibrés. Il y avait des relations très harmonieuses en termes de développement, la route n'arrivait pas, les gens tenaient des relations équilibrées, harmonieuses. Et puis avec le boom de l'or, moi j'attribue ça au boom de l'or dans les années 86, Edmar et Benoît se souviennent des barges qui barraient l'Oyapock, d'accord? Oyapock est devenu une espèce de ville minière, une base arrière minière. Et il y a eu des flux importants de population qui sont arrivés. Et aujourd'hui, je crois que c'est une commune qui, dans son périmètre le plus large, compterait plus de 40 000 habitants. Donc, il y a un déséquilibre qui est créé. Ce ne sont pas des populations natives d'Oyapock qui sont là, mais ce sont des populations qui viennent d'autres États du Brésil. Et il y aurait même, selon ce que me disent mes amis de Saint-Georges, l'arrivée de gangs qui viennent. Et donc, c'est ce déséquilibre-là qui fait, et que les autorités françaises ne peuvent pas ignorer, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des agressions à Saint-Georges de toute nature qui peuvent se terminer peut-être par des morts d'hommes, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et il faut absolument que par rapport à ce danger potentiel qu'il y a une réponse qui soit, d'une part, adaptée, avec, comme je disais, du recrutement local, des moyens locaux, mais aussi une réponse en nombre, parce que c'est le nombre, c'est l'importance des moyens qui fait que le gars qui a envie de commettre un méfait, il va réfléchir à deux fois parce qu'il va se dire, bon, si j'y vais, peut-être que je vais me faire prendre. Mais aujourd'hui, les gars, ils ont un sentiment d'impunité parce qu'il n'y a pas, une vraie protection du territoire de l'Est en général et de Saint-Georges en particulier.
On parle, Alors, on parle de Saint-Georges aujourd'hui, mais on pourrait parler de Wanari aussi. d'accord. Effectivement, les statistiques montrent que la situation, elle est extrêmement difficile dans toutes les communes de l'Est et aussi de la Guyane dans son ensemble. Alors, je voudrais d'abord lancer une invitation avant de continuer avec monsieur Edmar. Est-ce que monsieur Canavi, puisque tous les 15 jours, nous sommes censés organiser justement des débats, des réflexions sur des thématiques de ce type, est-ce que vous serez toujours disposé à nous accompagner en fonction de vos, bien sûr, de vos disponibilités, parce que nous essayons vraiment d'ouvrir le champ de réflexion sur la commune de Saint-Georges et d'essayer d'apporter quelque chose. En un mot, est-ce que cela vous intéresserait de nous accompagner dans cette réflexion? Alors, moi, je ne suis pas opposé, mais vous avez déjà vu, j'ai oublié de le faire, j'ai oublié d'excuser Jean-Victor Castor, Oui, qui n'était pas disponible ce soir. tout à Et fait, vous savez tout à bien fait. que dans une quinzaine de jours, nous serons dans le feu de l'action par rapport à la campagne Il n'y a électorale. pas de souci, il n'y a Donc, pas si de je suis souci. absent, ce sera peut-être pour une autre fois. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Edmar, pensez-vous que la décentralisation, justement, qui est le cadre juridique affecté, afférent à notre société, permet aux politiques de lutter contre l'insécurité, justement, sur notre territoire et d'impulser un développement économique attendu par la population? Oui, je voulais juste revenir Oui, sur l'intervention de M. Canavi, puisqu'il disait qu'il n'était pas d'accord avec moi. Mais en fait, quand je pense qu'il n'a pas compris ce que j'ai voulu dire, exprimé, oui. parce que vous posez la question Oui, sur les origines. Donc, je disais que on ne pouvait pas définir. Moi, j'étais pas capacité de définir les origines, justement, sur tout ce qui était violence et autres en Guyane, parce cela peut que être dû à la drogue, par exemple. Cela peut être dû à oui, il y a l'immigration, énormément de paramètres. à Je parlais des l'orpaillage. zones de vie. Je Oui, parlais des zones de vie en disant que, justement, euh, l'ouest, le centre littoral et l'est, donc voilà, je considérais que c'était des zones de vie différentes et que, justement, les paramètres ou les éléments qui amèneraient à la violence seraient justement différents. Et, par exemple, moi, je prends le cas de l'Est, je pense ce qu'il faudrait prendre en compte, et comme l'a si bien dit M. Canavi, aujourd'hui, je ne pense pas que nos élus, et je parle ça dans son ensemble, nos représentants guyanais, ne mettent pas en avant assez vis-à-vis des représentants nationaux que la zone de vie sur l'Est guyanais est une zone de vie de 40 à 50 000 habitants. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une violence où il y a eu plusieurs signes depuis plus de 10 ans, voire 20 ans, voilà, et des alertes que soit nos représentants depuis ces 20 dernières années et plus, voire même plus, les représentants de l'État, les forces de l'ordre, n'ont pas pris en compte, et ce qui fait que aujourd'hui à Saint-Georges, on est dans une situation où même les représentants de l'État ou les forces de l'ordre sont directement attaqués, sont victimes de cette violence-là. Et je rappelle que ça va bientôt faire plus de 20, pratiquement 20 ans, voire déjà 18 ans que, par exemple, la PAF est installée à Saint-Georges. Et donc, nous avons la PAF, nous avons la douane, nous avons la gendarmerie, nous avons la Légion étrangère aussi, qui est basée sur Saint-Georges. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le nombre qui fait toujours défaut, ou sinon ce sont les moyens, ou sinon une véritable politique de sécurité frontalière qui devait être pensée alors que nous avons un centre de coopération policière France-Brésil basé sur Saint-Georges. Et malgré tout, on voit le niveau de violence qui sévit Saint-Georges aujourd'hui. Donc,
il faut bien poser la question, qu'est-ce qui amène aujourd'hui à et faire que la violence a carrément augmenté, et, pour ne pas dire être pire sur l'Est guyanais. Et on se rend compte d'ailleurs que même les gendarmes, les forces de l'ordre sont dépassés par la recrudescence de la violence qui a multiplié par 2 ou 3. Alors je disais, ma question est de savoir, est-ce que le cadre juridique institutionnel concernant la décentralisation, justement, répond aux besoins de la Guyane pour lutter contre justement l'insécurité et impulser une politique de développement. Est-ce que justement ce cadre n'est pas dépassé et qu'il faut vraiment évoluer dans un autre cadre qui soit beaucoup plus adapté pour la Guyane? Monsieur Canavi. Alors, d'abord, je voudrais dire, je ne suis pas juriste, pour commencer. Bon, je fais de la politique. Et il y a il faut déjà, quand vous dites ça, est-ce que c'est par rapport à l'insécurité en particulier ou est-ce que c'est globalement? Bien, la thématique, c'est insécurité et sous-développement, parce que ça va c'est plutôt global, une démarche globale. Oui, il est vrai que quand vous avez du sous-développement, quand vous avez surtout des déséquilibres, Oui, c'est générateur d'insécurité. Ça, il faut l'admettre. Bon, maintenant, il faut vérifier si toutes les possibilités en matière d'insécurité, est-ce que le cadre juridique actuel ne convient pas? Est-ce qu'on va au bout des possibilités du cadre juridique actuel? Parce que j'ai entendu, il y a plus d'une vingtaine d'années, dire que oui, on avait une insécurité à la sud-américaine. Mais quand le bandit vient en Guyane, d'accord, il est sur un territoire qui est soumis à un corpus de lois, et ces lois-là doivent s'appliquer. Qu'est-ce qui fait que ces lois-là ne sont pas appliquées? D'accord? Qu'est-ce qui fait que les gens ont ce sentiment d'impunité quand ils commettent des crimes et délits sur notre territoire? Si, à la limite, ils y vont plus facilement parce que, eh bien, écoutez, voilà, le truc est laxiste, c'est flash. Donc, oui, mais maintenant, moi, je dis attention quand même en matière d'insécurité. Déjà, il y a un certain nombre de principes qui existent. Ne pas se faire justice soi-même, parce que c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Hein. Et je pense qu'avant tout, il y a. On en parlait tout à l'heure, vous avez dit 2 fois, parfois, quelque chose de simple. oui. Quels sont les chiffres? Est-ce que tous les ans, est-ce qu'il y a un bilan de l'insécurité dans l'Est qui est fait pour dire que voilà, voilà, voilà. Je prends le cas, par exemple, de complètement déconnecté, mais qui se rapproche de ce qu'on dit. Eh bien, la préfecture a cessé de communiquer sur ce qui se passe dans le parc amazonien en matière de clandestins, nombre de sites, etc. Parce qu'on voit bien que quelque part, aujourd'hui, dans le cadre actuel, il y a une impuissance des services de l'État à contenir le pillage de nos ressources, que ce soit en mer, que ce soit les ressources du sous-sol. Qu'on mette les moyens. Nous sommes un territoire grand comme le Portugal. Moi, j'aurais aimé connaître les moyens de police dont dispose le Portugal, les moyens de protection du territoire dont dispose le Portugal. Donc, on va me dire que ce n'est pas la même population, soit, mais nous sommes très loin. Nous ne sommes pas connectés avec d'autres territoires sous l'égide de la France. Ce n'est pas à 2000 km si un problème se passe qu'on ira chercher des moyens en Martinique et en Guadeloupe. C'est immédiatement qu'on veut des réponses. S'il y a un incendie à Saint-Georges, ce n'est pas à Fort-de-France qu'on ira chercher des secours. Il faut vraiment interconnecter. Et donc, ça me permet de parler de la coopération. D'accord? Donc, la coopération, c'est un moyen important parce que je suppose, Edmar et Benoît le diront mieux que moi, que les gens qui sont natifs d'Oyapock, les gens qui ont toujours vécu au Oyapock, ils subissent aussi ce climat d'insécurité. Ils le vivent mal parce qu'ils sont envahis et parce que il y a toutes sortes de choses qui se passent sur une commune où il y avait un bien vivre, moi j'ai connu où il y a pas que Saint-Georges des relations harmonieuses, tournois de football, échanges, etc., etc. Et donc
quand il y a ce déséquilibre qui est créé, il faut apporter une réponse et surtout une réponse ferme. Et aujourd'hui, un moyen pourrait être la coopération policière transfrontalière. Donc, l'échange de renseignements, des moyens, Edmar disait, des moyens pour pouvoir agir. Je ne comprends pas, par exemple, mais la rive du fleuve doit être beaucoup plus sécurisée. Il faut peut-être envisager qu'il y ait des points de passage obligés, un peu comme ça, ils ont tenté de le faire sur le Maroni. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Saint-Georges, vous passez par un passage obligé où il y a, on ne va pas vous contrôler, mais on va voir que vous êtes passé là. D'accord? Et puis, il faut une présence. Il faut une présence. D'accord? S'il n'y a pas une présence de ces moyens de sécurité, pour moi, ça veut dire qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont pas là. Et surtout, ce n'est pas dissuasif vis-à-vis des gens qui ont envie de commettre un méfait. Donc, l'autre côté de la frontière est trop près, d'accord, hein, on traverse le fleuve en 10 minutes. Donc, le malfrat a commis un méfait. 10 minutes après, il est de l'autre côté, il disparaît dans la nature. Donc, il faut vraiment apporter des réponses. Et surtout, donc, en moyens techniques, en moyens humains et dans l'application de la loi, une certaine fermeté pour que, comme on dit, soda sous connaître son capitaine. D'accord? Donc, ce qu'on fait sur notre territoire, on ne le fait pas de l'autre côté. Et c'est la même chose pour le Suriname. Tout à fait. C'est la même chose pour le Suriname. Donc, oui. on ait des réponses qui soient appropriées aux problèmes qui est posé. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais Monsieur Edmar, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur l'aspect concernant la décentralisation, du moins? Est-ce que vous pensez que la décentralisation telle qu'elle est mise en application aujourd'hui sur le territoire guyanais répond aux besoins de la Guyane en matière de développement et d'insécurité, selon votre réflexion, votre analyse et singulièrement à Saint-Georges, bien sûr? Oui, plus sur la partie des sécurités, juste pour un peu compléter ce que disait monsieur Canavi. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que on ne prend pas vraiment en compte que nous sommes à côté de deux autres pays, c'est-à-dire le Suriname et le Brésil. On entend parler de coopération, mais je ne pense pas que la coopération existe en elle-même. Nous sommes une région sud-américaine avec des lois françaises et européennes, donc souvent des choses qui ne sont pas du tout adaptées à notre position géographique. Voilà, position et réalité géographique. Et aujourd'hui, mon sentiment, c'est, si je reprends l'histoire de la Guyane, c'est que la zone de l'Est, et plus particulièrement au niveau de la frontière, on est comme le territoire qui était contesté entre le Brésil et la France. Donc, presque une zone de non-droit où n'importe qui vient se cacher. Voilà. Et Saint-Georges, c'est une petite commune, donc tout le monde y voit comment les choses se déroulent. Très peu de réactions. Voilà. Et surtout que ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir. Est-ce que la population n'a pas renoncé quelque part à se battre compte tenu justement de l'évolution de la situation, puisque ni le premier magistrat et ni le préfet ne semblent être en mesure d'apporter une solution tangible à cette problématique? D'autant plus la population se bat, mais comment? C'est-à-dire en légitime défense, c'est-à-dire répondre à la violence par la violence, être amené à, comment dire ça, à régler le problème violemment, risque à utiliser une arme. Non, je ne pense pas que c'est la solution, puisqu'il serait beaucoup plus facile de juger quelqu'un qui, par légitime défense ou pour protéger sa famille, serait amené à réagir violemment.
que de régler celui de l'agresseur. Donc, non, je pense il faut que nos responsables et l'État puissent informer, je pense, davantage la population sur ce qui se fait, si ça se fait, je le dis bien. Nous savons qu'il y a un CLSPD sur Saint-Georges qui se réunit, mais on n'a Précise, pas qu'est-ce que pour tu entends autant. par LSPD? CLSPD, c'est un conseil local de sécurité de prévention à la délinquance. Très bien. Donc, voilà, mais nous n'avons aucune information de qui serait. On ne demande pas de rentrer dans les secrets, mais voilà, un minimum d'informations à la population sur ce qui se fait, les interpellations auprès des services de l'État qui se font. Mais aujourd'hui, la population ne se sent pas du tout en sécurité. Et surtout, on peut souvent penser que effectivement les agressions ou la violence peut venir de certaines de la population d'en face, mais la réalité, c'est que beaucoup de ces agresseurs-là, ce sont des personnes qui ont la double nationalité. Donc, ils font des coups sur le littoral, ils viennent se cacher au niveau de la frontière. De la même façon, ils font des coups sur le Brésil et ils viennent se cacher aussi sur Saint-Georges. Donc voilà. Donc, à qui on profite tout ça? Ben, nous avons la réponse. Alors, Monsieur Canavi, Oui. puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je suis désolé puisque j'ai fait une manipulation qui visiblement a raccourci mon temps. Mais une question d'ordre politique, puisque vous êtes le directeur de campagne de Monsieur Jean Castor, Jean-Victor. de Jean-Victor Castor, pardon. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelques mots quelles sont les grandes lignes justement de Monsieur Castor, de Jean-Victor Castor, sur la question de l'insécurité et le sous-développement? Alors, je pense qu'il faut avoir, je parle et je parle comme si c'était Jean-Victor. Il faut marcher sur nos deux pieds. Alors, dans quel sens je le dis? Il faut avoir, et c'est ce que Jean-Victor porte, c'est une vision politique. C'est une vision à long terme. D'accord? Mais aujourd'hui, la personne qui a été agressée hier, d'accord? La personne qui a peur pour demain, il faut lui apporter une réponse. Il faut lui apporter une réponse immédiate. Et nous disons plus de moyens. D'accord? Et donc, c'est au niveau de la méthode, et ça, Jean-Victor le dit aussi, un député sur 577, ça vaut rien du tout. Donc, c'est déjà poser le problème au niveau des instances nationales, placer l'État devant ses responsabilités, lui dire qu'il y a des milliers de personnes françaises, européennes, qui vivent à la frontière avec le Brésil. Faites ce qu'il y a à faire pour que ces personnes vivent en sécurité pour leur personne et pour leur bien. Ça, c'est une première chose. Mais Jean-Victor ira plus loin, il va le faire à l'international, dénoncer ça au niveau des instances internationales. Parce que je vous le dis, je vous le répète, un député parmi 577, ça ne compte pas. Et une fois que c'est fait, une fois que le problème est posé, d'accord, et ça, la population de Saint-Georges sait très bien le faire, apporter des réponses avec la population. S'il faut manifester avec la population, nous allons le faire pour que nous ayons des réponses aux problèmes qui sont posés. D'accord? Pour nous, il est hors de question de faire comme si, et Jean-Victor le dit aussi dans sa campagne, aujourd'hui, vous avez des gens qui se promènent tout nus dans la rue à Cayenne, ça n'interpelle personne. Ça n'interpelle personne. Vous avez des dizaines de personnes qui dorment avec des enfants, qui dorment dans la rue, ça n'interpelle personne. Non, il ne faut pas une banalisation de la dégradation sociale et surtout, il ne faut pas une banalisation de l'insécurité. C'est-à-dire que quand quelqu'un se fait agresser, ben bof, aujourd'hui c'est lui, ben demain ce sera un autre et ça passe comme une lettre à la poste. Non, il y a des gens qui sont responsables de notre sécurité, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et s'ils ne le font pas, ben nous, on fera ce qu'il faut pour les contraindre à le faire. Ça, c'est la réponse immédiate. Et puis sur le long terme, la réponse de long terme, c'est vraiment mettre du développement sur ces territoires. Et le développement de l'Est, et ça c'est ma vision un petit peu personnelle, c'est vraiment la coopération, c'est le développement territorial,
Et comme on dit, je dirais pas cocorico, je vais faire comme le gros bec, je ne sais pas comment on dit pour le gros bec, mais comme ma femme est originaire de Wanari, moi je considère que par exemple Wanari, c'est une commune qui a un des plus forts potentiels de développement de la Guyane, un des plus forts potentiels de développement de la Guyane. Il ne faut pas Mont-Saint-Jean jaloux parce que c'est le territoire de l'Est. Mais ce territoire-là, Wanari, ben, il faut y apporter du développement. Il ne faut pas que ça se dépeuple. Au contraire, et ça, c'est toute la Guyane qui doit s'investir dans ce mouvement de développement. C'est-à-dire que si on dit on porte le développement dans l'Est, eh bien, qu'on accompagne ce développement. Et puis après, on va dire, bon, eh bien, allons maintenant voir pour l'Ouest, allons voir pour l'intérieur, allons voir pour Saül. Il faut qu'on aille de l'avant et tous ensemble. Parce qu'un des slogans de Jean-Victor aussi, bon, il y a une campagne, c'est la confrontation des idées. Mais une fois la campagne passée, et je l'espère, une fois qu'il sera élu député, c'est l'unité. C'est-à-dire que c'est tous unis qu'on doit porter nos problèmes face à l'État, qu'on doit porter ça face aux instances internationales pour que nous soyons entendus. Il faut que nous soyons unis. Parce que un des facteurs qui nous a beaucoup affaiblis sur ces dernières années-là, c'est notre désunion. Et pour nous, il n'est plus question d'être désunis parce qu'à ce moment-là, vous avez des gens en face de vous qui jouent les arbitres, qui jouent la montre, alors que si nous sommes unis pour dénoncer, il est certain qu'on aura des réponses unies. Alors, Monsieur Edmar, qu'est-ce que vous attendez justement pour concernant l'insécurité et le sous-développement pour l'Est guyanais? Quelles sont vos aspirations et comment voyez-vous les choses pour faire en sorte que cette commune justement sorte de ce marasme de l'insécurité et du sous-développement? 2 minutes. Voilà, non, moi, je dirais qu'aujourd'hui, nos représentants, et, et surtout par rapport à l'Assemblée, effectivement, un député de Guyane est à côté de l'ensemble des députés nationaux, voilà. Mais je pense que aujourd'hui, nous avons besoin d'une personne, puisque il y a, je crois, pratiquement 14 candidats pour la première circonscription. 19, je crois, 19, 19. 19. Ah, bon, Oui. d'accord. Merci, M. Canavi, pour l'actualisation. Très peu connaissent l'Est. Donc, moi, je m'adresserai plutôt à ceux qui en ont l'habitude de couvrir l'ensemble du territoire. Et je tiens vraiment à ce que les candidats défendent et représentent l'ensemble de la Guyane, parce que pour moi, le développement de la Guyane passe par l'ensemble du territoire, c'est-à-dire l'Ouest comme l'Est également. Et, et, que, euh, et que futurement, justement, ben, ce représentant-là puisse prendre en considération cela et, et, et que surtout, puisse, Impulser une comment il dirait politique. ça? Pardon? Impulser une politique. Une politique nouvelle. Une Oui. politique nouvelle. Je voulais reprendre quelque chose que M. Canavi a dit. Donc, c'est l'union. Oui, C'est l'union. effectivement. Et quand on parle d'union, c'est la prise en compte de l'ensemble du territoire. Donc, voilà, c'est ce que je voulais évoquer, que déjà, on a un retard en termes de développement vis-à-vis euh, euh, de la France métropolitaine, mais aussi nous rencontrons une inégalité interrégionale. Donc, c'est-à-dire que les communes de l'intérieur sont sous-développées, ça c'est ma vision des choses, sont sous-développées vis-à-vis des grandes villes de Guyane, c'est-à-dire Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Quand je Oui, parle Cayenne, je parle de l'île de Cayenne. oui, tout Donc, à je fait. voudrais aussi, voilà, qu'on prenne en considération ça, que le développement, qu'on a déjà en retard vis-à-vis du côté national, mais qu'on a des communes qui sont vraiment sous-développées par rapport à d'autres villes ou communes en Guyane même. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Canavi et Monsieur Edmar. Vous êtes les deux intervenants
qui ont pu se connecter. Visiblement, les autres ont rencontré des difficultés. Je sais que nous n'avons pas épuisé le sujet. Il y a énormément de choses à dire, mais je vous invite d'ores et déjà, après les élections législatives, si vous voulez, à continuer ce débat, puisque nous voulons effectivement étaler la réflexion dans le temps. Monsieur le sous-préfet qui devait être avec nous n'a pas pu, puisque je l'ai eu au téléphone, et il nous donne rendez-vous justement à la fin des élections législatives. Donc, merci beaucoup, Monsieur Canavi. Et ben, j'espère donc qu'après les élections législatives, c'est le député Castor, Jean-Victor, qui viendra qui entrera en relation avec les téléspectateurs de la Web TV amazonienne. Merci beaucoup, Monsieur Edmar. Merci du fond du cœur, Monsieur Merci à Canavi. vous, Monsieur Merci. Champard. Merci d'avoir voulu jouer le jeu avec nous. À Bonne très soirée. bientôt.